D'ailleurs, vous allez même jusqu'à traiter de l'urgence écologique comme, guillemets, une chance. Alors, ça, c'est une chance. Alors ça vient aussi de ma découverte de la permaculture, hein, c'est-à-dire finalement, à l'occasion de l'urgence écologique, on a redécouvert en fait cette notion, on va dire, vertueuse de pratiquer l'agriculture proche de la nature, enfin plus inspirée par la nature d'ailleurs, qui n'est pas un retour en arrière, hein, qui est d'ailleurs extrêmement créatrice, enfin une des manières de faire, et qui en effet, la question écologique est une chance. Alors, ce n'est pas une chance, la catastrophe écologique et le bouleversement climatique n'est pas une chance. Mais en tout cas, la prise de conscience, en tout cas de l'impact que nos activités, quelles qu'elles soient, ont sur la planète, est une chance peut-être de reconsidérer nos manières de faire, non pas dans la frustration, non pas dans la retenue, non pas dans le s'empêcher de faire des choses, mais au contraire s'autoriser à faire des choses, retrouver aussi des plaisirs, retrouver des logiques qu'on a un petit peu perdu, et je trouve ça extrêmement positif, extrêmement joyeux presque, de pouvoir se dire, mais en fait l'urgence écologique nous ramène peut-être à revoir un peu nos manières automatiques de faire, qui sont aussi d'autres injonctions, l'injonction à la production, l'injonction à la croissance, toujours de public, la croissance d'activité, etc. Alors que finalement, parlons de qualité plus que de quantité, parlons d'intensité plus que de chiffres ou de rayonnement. Voilà. Et c'est ces questions-là, je trouve, que d'ailleurs les jeunes artistes ou les nouvelles générations nous renvoient beaucoup aujourd'hui, de dire, mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas retrouver d'autres plaisirs, d'autres intensités que celles qui nous a été léguées par la modernité triomphante qui pensait que les ressources étaient illimitées et qui sont des logiques extractivistes, voilà, et qu'il y a peut-être d'autres logiques, encore une fois, extrêmement positives et qui enrichissent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui enrichissent à la fois nos imaginaires et même nos pratiques. En tout cas, je trouve que c'est intéressant d'aller chercher justement du côté de l'agriculture raisonnée, d'une autre forme d'agriculture contemporaine, nécessaire, obligatoire. Actuellement, on en voit d'ailleurs justement le monde bouleversé. Elle est extrêmement bien synthétisée au sein d'un fichier qui est téléchargeable, qui est littéralement votre projet nommé, vous l'avez nommé à l'instant, la permaculture institutionnelle, des mots que d'habitude on voit rarement ensemble, hein, comme au départ finalement intelligence artificielle, où vous posez la question du que, comment, pourquoi montrer. C'est-à-dire de ne plus être sous cette espèce de nécessité à montrer, mais de se poser la question de ne pas forcément montrer. D'ailleurs, c'était déjà là dans les conférences performées, on ne montrait pas forcément ou on montrait comment. Absolument. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est Alors, ça a pris du temps hein, pour moi hein, de conscientiser ces manières de voir, hein, conscientiser un peu ces enjeux, hein, c'est-à-dire, et ça fait un certain temps hein, déjà, depuis 15 ans que je me pose un peu ces questions, on parle beaucoup dans l'art finalement de qu'est-ce qu'on montre, comment on le montre, ce qui est déjà pas mal, mais assez peu du pourquoi. Moi, quand j'étais commissaire indépendant et que je recevais en entretien des jeunes ou des plus jeunes que moi, en tout cas, commissaires d'exposition ou des apprentis commissaires, je posais toujours la question, mais pourquoi? Pourquoi vous montrez de l'art? Pourquoi vous voulez faire d'exposition? Et c'est vrai que cette question était parfois déstabilisante, certaines personnes ne l'avaient pas préparée, parce qu'on avait oublié cette question de la nécessité. On faisait, parce qu'il faut de l'art, parce qu'il faut remplir des musées, il faut remplir des centres d'art, et je crois qu'évidemment il y avait des nécessités, probablement, mais elles n'étaient pas posées, elles n'étaient pas conscientisées. Je trouve que revenir aux nécessités, mais en fait pourquoi on montre? Vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi je fais de l'art. Moi, je pourrais dire une réponse parmi d'autres. Hein. Par exemple, augmenter la liberté, développer les imaginaires, faire changer les regards sur le monde. Voilà, ça, c'est des nécessités. Et ça permet de reprendre un petit peu à la base et du coup d'avoir des guides un peu sur ce qu'on fait. Et c'est vrai que toutes ces questions, j'ai senti la nécessité, pour le coup, de les exprimer dans ce petit traité de permaculture institutionnelle. Alors évidemment, c'est un oxymore, hein, il y a une opposition entre
permaculture institutionnelle et puis permaculture au Palais de Tokyo. On est au plein centre de Paris, oui. Dans un milieu extrêmement urbain, donc ça paraît un peu étonnant de parler de permaculture ici, mais la permaculture n'est pas un ensemble de règles, c'est plutôt un esprit. C'est plutôt une manière de voir les choses. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans la permaculture. Et justement, repenser cette question des nécessités, du pourquoi on fait les choses, est, je crois, essentiel aujourd'hui, justement, à des moments écologiques où on se pose la question de dire mais pourquoi on dépense autant de matérialité, d'énergie pour faire les choses. Alors, ce n'est pas de ne plus faire. Je continue à croire en l'art, je continue à croire en la production artistique. On fait beaucoup de productions avec des artistes. On pense à, je crois beaucoup, même les artistes, encore à la transformation de matière. Donc il ne s'agit pas de démissionner, au contraire. Il s'agit de s'engager, mais avec une forme d'éthique, ou en tout cas d'une utopie, de dire voilà, on fait des choses pour quelque chose. On ne les fait pas uniquement parce qu'on doit les faire. Et je pense que dans toutes les activités humaines, si on se pose ces questions, on est déjà dans le bon chemin. Et d'ailleurs, j'y pense en même temps qu'on discute. Vous m'avez renvoyé à l'agriculture et je viens du centre de la France. Et en effet, chez les paysans, on collabore, on coopère, il y a des coopérations, on mutualise pour le matériel. Et en même temps, c'est ce que vous voulez essayer de faire aussi dans cet écosystème de l'art en plein Paris. C'est-à-dire de peut-être collaborer entre institutions plutôt que de se regarder et même d'être en si ce n'est compétition. Donc, en fait, peut-être... Tout à fait. Ça, c'est un des éléments de ce que j'appelle la permaculture institutionnelle, qui est prendre en compte la notion d'écosystème. Encore une fois, ce n'est pas nouveau, hein. Il y a toujours eu des collaborations, mais il m'a semblé qu'on avait peut-être perdu dans ces dernières décennies ce systématisme de réfléchir un peu à ce qu'il y a autour de nous, de regarder nos environnements. C'est ça que j'appelle l'écosystème. Il est encore peut-être certaines manières de faire qui sont de l'ordre du compétitif ou de l'indifférence aux environnements artistiques et culturels, avec parfois... on va dire de la surproduction, hein. On multiplie les couches de programmation dans les institutions sans regarder ce que font les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, et je ne suis pas le seul, hein, il est peut-être temps que les institutions puissent se discuter de partage des ressources intellectuelles, partage des ressources matérielles. Alors on commence à le faire de plus en plus. C'est aussi des demandes qui sont faites de la part des ministères de la Culture, nous dans les institutions, et puis surtout des visiteurs, des visiteuses du public, de la société civile, qui dit mais à un moment, voilà, on a intérêt à penser de manière beaucoup plus coopérative. Hein. Et je le dis parce que c'est parfois un peu subtil, on ne comprend pas toujours, parce que ce n'est pas forcément de faire des choses ensemble. C'est aussi justement de savoir ce qui est fait ça peut être ne pas travailler ensemble. Il se trouve qu'aujourd'hui, entre des grandes institutions nationales, internationales et parisiennes, on a entamé ce dialogue, où au moins on se tient au courant de ce qu'on fait, on essaye de savoir et d'essayer, encore une fois, de repenser des nécessités de faire des choses en fonction de ce qui se fait autour. Voilà. Tout ça, j'insiste beaucoup, ça ne change pas nos missions. Nous continuons à faire de l'art contemporain, nous continuons à soutenir la création contemporaine. Donc, ça ne va pas être forcément visible, mais ça va être sensible, j'espère, en tout cas, sur l'idée qu'il ne s'agit pas de faire moins, il s'agit de faire mieux, d'abord. Et il s'agit aussi de faire de manière plus raisonnée, plus raisonnable, mais dans le bon sens de la raison, pas dans la raison triste, pas dans la raison qui s'interdirait des choses, au contraire, mais qui permettrait juste de se dire, ben voilà, il y a des nécessités à faire les choses et de se libérer presque, je dirais, d'une course à la compétition aux mêmes artistes internationaux ou être le premier sur les choses, etc. Et dans les exemples d'une agriculture raisonnée, il y a la friche, il y a le repos de la terre, il y a tout ça. Et finalement, vous allez jusqu'au bout avec cette question aussi du bilan carbone, hein, non pas des voyages du commissaire en avion, qui était une vraie question aussi d'ailleurs, hein, mais de la friche. Et c'est vrai que l'été dernier, je suis venu à un vernissage, une expo, et il faisait très chaud. Et je me suis dit, ah merde, il n'y a rien à cet étage-là. Et en effet, c'était le choix de dire, bon, on ne va pas essayer, de toute façon, je crois qu'on n'a jamais essayé de climatiser cet étage, qui était assez compliqué. Et bien, c'était juste vide. Il y avait, en même temps, fort heureusement, il y a des sous-sols, et même un peu de fraîcheur de ce côté-là. Donc, il y a eu ce choix de dire, ben voilà, on ne va rien mettre. Tout à fait. Alors, ce choix, il est vraiment lié encore une fois, hein, c'est la permaculture hein, qui inspire ça, et même l'écologie en général, hein, c'est-à-dire
on n'essaye pas de lutter contre la nature, on s'adapte aussi à la nature. Il se trouve que voilà, on avait eu un été 2022 extrêmement chaud, où on avait dû certains jours fermer cette grande verrière parce que c'était une fournaise, et puis comme d'autres institutions l'ont fait, hein, et puis avec principalement d'ailleurs pour les personnes hein, qui travaillent dedans. Et donc on avait pris en acte de ces nouvelles conditions, et on s'est dit mais en fait ça pourrait être très intéressant d'adapter l'usage de l'espace. On a de la chance, on a un grand espace, on a plein d'espaces qui ne sont pas toujours utilisés en exposition, et donc d'intervertir un peu, je dirais, l'ordre dans lequel on venait au palais. Donc on rentrait par en bas, on rentrait par ce niveau qu'on appelle le niveau jardin, qui est la fraîcheur naturelle, et on remontait dans le palais. Et ça, c'est très intéressant. Et quand je dis qu'on gagne, c'est intéressant parce que, par exemple, l'artiste Laura Lamiel, qu'on avait invitée, on a dû lui dire que finalement, on n'allait probablement pas lui proposer l'expo dans l'espace principal de la Grande Verrière, mais dans cet espace qui est un espace plutôt souterrain du palais, mais qui a aussi ses qualités. Et au bout d'un moment, elle ne voulait plus changer d'espace. C'est-à-dire que cet espace-là était devenu, il est aussi grand que l'autre, il a d'autres caractéristiques, et c'était passionnant. Donc c'est bien ça qui est intéressant, c'est on change un peu les manières de faire. Alors au début c'est un peu perturbant, et pour le public aussi, hein, c'est perturbant, des gens ne s'y retrouvaient pas au Palais de Tokyo, et je l'entends bien, mais en tout cas c'était un geste aussi assez fort de dire voilà, les institutions aujourd'hui on ne va pas faire comme avant. On ne va pas lutter contre la nature, on ne va pas climatiser à fond, ce qui aurait d'ailleurs des conséquences aussi qui nourrissent hein, le réchauffement climatique, de climatiser à fond cette grande verrière. Par contre, on utilise la richesse de cet espace en faisant une climatisation naturelle, en changeant le parcours d'exposition, et qui était un gain, à mon avis, en termes qualitatifs, même pour l'art. Donc c'est intéressant parce qu'il ne s'agit pas uniquement de... Bah là, c'est pas une contrainte, c'est une contrainte qui devient aussi une force, et qui devient finalement qui est extrêmement inspirante aussi pour les artistes.